Bonjour à tous. Oui, Gaël vient de me donner le feu vert et je ne démarre pas, tout va bien. Bienvenue pour cette deuxième rencontre du cycle Convergence, donc toujours consacré aux ouvrages de non-fiction. Donc c'est une rencontre organisée par la CLF, l'Association des correcteurs de langue française, en partenariat avec Fontaine aux Livres. Je vais laisser Étienne Dimert vous dire quelques mots, et puis après, Gaël Boé vous parlera aussi 2 minutes de Fontaine aux Livres, et ensuite je vous présenterai nos invités. Le redis pour les derniers arrivés, coupez vos caméras, coupez vos micros, qu'on ne voit que les invités à l'écran. Or là, j'ai d'autres visages à l'écran. Étienne, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Sophie. Alors, l'ACLF, l'Association des correcteurs de langue française, a été fondée en 2018. Elle entre donc dans sa 5e année, nous sommes dans la 5e année d'existence de l'association, et elle compte environ 150 membres, pour moitié qui ont moins de 3 ans d'expérience, pour moitié qui ont plus de 3 ans d'expérience. Et elle répond aux besoins des correcteurs de se retrouver, de se rencontrer, de partager leurs conditions d'exercice, etc. Dès le départ, en 2018, on s'est doté de 4 objectifs. Premier objectif, fédérer les correcteurs, promouvoir le métier, représenter la profession auprès des autres acteurs, notamment institutionnels, et enfin former et informer les correcteurs. Alors en 4 ans, on a pas mal avancé, on a fait de nombreuses actions. On s'est doté d'outils de communication comme d'un site internet, d'un forum. Et sur le site, on peut retrouver également un annuaire qui a vu le jour au printemps dernier et qui répertorie 72 correcteurs confirmés. L'une des grandes réalisations de la CLF, ça a été notamment une enquête nationale dont les résultats sont également sur le site, qu'on peut consulter directement. Par ailleurs, la CLF a organisé des webinaires très réguliers, environ 1 tous les mois, à destination des adhérents. Il y a eu des temps de rencontres à Paris, à Lyon et à Marseille. Et puis on a organisé également des temps de formation, là vraiment de formation, notamment des formations commerciales et en orthotypo. Et aujourd'hui, donc, c'est la deuxième rencontre du cycle Convergence, consacrée à la non-fiction. La dernière rencontre a réuni Céline Rognard, Fabrice Aymon, Chloé Paté, à propos de leur ouvrage En transit, édité par Anna Mosa. Et aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver Mathilde Ramadier, Mathieu Croc et Sophie Kaya autour d'un nouvel ouvrage. Voilà, je remercie tous les gens qui ont participé à cette rencontre, notamment l'équipe de Fontaine aux Livres, Sophie Fiquetteville et puis tous les gens de la CLF qui ont aidé. Voilà. Je vais les... Ah. Pardon. J'ai un petit souci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parce que j'ai le micro qui a l'air barré à l'écran. Désolée, on me voit ou pas? Parce que moi, j'ai mes initiales à l'écran. Bon, d'accord. J'ai planté en tout temps, c'est de grand bonheur. Histoire de ne pas stresser avant le début de la rencontre. Gaëlle, je te passe la parole pour présenter Fontaine aux Livres rapidement. Merci, j'en profite pour faire rentrer quelques personnes dans la réunion, entre deux. Merci Sophie. Donc on est, nous, très heureux aussi d'organiser avec la CLF ce cycle Convergence, donc pour la deuxième année, puisque du coup on a eu une première année sur les ouvrages de fiction et cette deuxième année sur les ouvrages de non-fiction. Fontaine aux Livres, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association assez unique en France, peut-être même hors de France, qui est une sorte d'incubateur des métiers du livre et de l'écrit, avec une mission de développer les projets de professionnels du livre et de l'écrit, avec l'animation d'un réseau de professionnels du livre, avec aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 110 structures qui sont dans le réseau de professionnels, et pour lesquelles on apporte du contenu, de la programmation, des temps d'échange, etc. Une pépinière d'entreprise avec une trentaine de structures hébergées à Paris.
et une activité de formation professionnelle et d'accompagnement de projet avec des formations très courtes de 1 à 4 jours sur les métiers du livre et de l'écrit. On a notamment des formations sur l'écriture, la réécriture, la correction, évidemment, les règles orthotypaux, mais aussi une formation qu'on a montée là avec Sophie Hofnung, qui est correctrice adhérente du réseau, et Berger à Fontaine-aux-Livres et correctrice de la Déferlante notamment, entre autres, qui du coup fait une formation sur l'écriture inclusive. Donc on est en fait en constante réflexion aussi sur l'évolution des métiers, et c'est vraiment ça qui est au cœur de notre projet, c'est de voir comment on peut accompagner chacun des métiers pour faire en sorte qu'on puisse toujours être pleinement en capacité aussi de nos actions professionnelles, et toujours dans un cadre collectif en faisant jouer à plein le réseau. Donc du coup, c'est pour ça que c'était intéressant pour nous de travailler avec l'Association des correcteurs de langue française, qu'on suit depuis très longtemps et qui agrège tout un public de correcteurs. Et ces publics de correcteurs, on fait en sorte qu'ils travaillent de façon la plus collective possible avec tous les autres corps de métier. Donc c'est exactement l'objet de cette rencontre aujourd'hui, Convergence, puisqu'on associe sur un même plateau donc un correcteur, une autrice et une éditrice. Merci beaucoup, Gaëlle. Et donc, ce soir, nous avons 3 invités, Gaëlle vient de le dire, autour d'un livre que je montre ici qui s'appelle « Vivre fluide », sous-titré « Quand les femmes s'émancipent de l'hétérosexualité », paru il y a quelques semaines aux éditions du Faubourg, qui reçoit un merveilleux accueil en librairie et auprès des lecteurs. Donc, avec l'autrice du livre, Mathilde Ramadier. Bonjour Mathilde. Bonsoir, merci Mathilde, pour cette invitation. c'est un plaisir. Mathilde, vous avez étudié la philosophie et la psychanalyse, vous êtes autrice d'essais et scénariste de bande dessinée, et notamment scénariste de cette bande dessinée-là qui s'appelle Corps public, bizarrement publiée aussi aux éditions du Faubourg, c'est pour ça que je la montre, et qui signait votre première collaboration, votre première collaboration, votre première collaboration, votre première collaboration, avec votre première avec votre première c'est bon, c'est moins, je sais pas ce qui s'est passé là. Votre première collaboration avec Mathieu Croc à la correction de la BD, et ce qui fait que Vivre fluide, vous vous êtes retrouvés, je crois, en toute confiance, avec plaisir. Mathieu Croc. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire de rédaction dans la presse depuis une vingtaine d'années. Et depuis 2 ans, je crois, en parallèle de cette activité que vous continuez, hein, vous vous êtes lancé en tant que préparateur de copies et correcteur dans l'édition pour des essais, des bandes dessinées, et quasiment principalement pour le moment pour les éditions du Faubourg. On verra que c'est une discussion, enfin d'ailleurs les deux, le projet du livre et le fait que vous deveniez préparateur de copies, il y a Sophie Caillat à l'origine finalement de tout ça, l'éditrice du trio. Sophie, vous avez longtemps été journaliste, bienvenue. Vous avez dans un premier temps cofondé les éditions Premier Parallèle en 2014, que vous avez quitté pour créer en 2019 les éditions du Faubourg, où vous publiez à la fois de la littérature, des sciences humaines et de la bande dessinée. Bonjour. Bienvenue à vous 3. Oui, le son faisait des siennes, tout à fait. Je regarde les commentaires en même temps. Comme toujours, il y a un moment où, bien sûr, vous, cher public, vous aurez le droit de poser des questions. Donc, normalement, on garde un long temps à la fin. Mais si vraiment, au fur et à mesure de la discussion, il y a des questions qui s'imposent un peu immédiatement, les questions, c'est dans le chat. Moi, je vais essayer d'avoir 3 cerveaux ce soir, enfin 4,
un par interlocuteur et un pour regarder le chat. Et si jamais je sens que la question est vraiment à poser dans le fil de la discussion sans attendre la dernière demi-heure, eh bien, je poserai vos questions au fil de la discussion. Voilà, je me rajoute des petits obstacles à chaque nouvelle rencontre. Mais j'ai réussi à le faire la dernière fois, donc je ne devrais pas m'embourber trop cette fois-ci. Mathieu Croc, comment on passe du secrétariat de rédaction à la préparation de copies, à la casquette de correcteur, même si je pense qu'on peut rappeler que finalement le secrétariat de rédaction dans la presse est peut-être plus proche d'un travail de préparateur de copie qu'un travail de secrétaire d'édition où là on est vraiment sur de l'éditorial. Et c'est vrai que souvent on confond un peu, on associe secrétaire de rédaction à secrétaire d'édition, alors finalement c'est un peu les deux casquettes. Enfin, voilà. Enfin, je vous laisse expliquer, en fait. Oui, il y a secrétaire de rédaction, donc c'est un travail de journaliste qui peut avoir quand même différentes casquettes selon qu'on travaille dans un quotidien avec une grosse équipe, avec parfois un casting, c'est-à-dire un service de correction. Il en existe de moins en moins dans la presse quotidienne. Il y en a, je crois, encore très peu dans les magazines. Ou alors quand on travaille aussi pour des petites structures, le ou la secrétaire de rédaction sont amenés à faire quand même pas mal de tâches différentes. Et notamment la préparation de copies au sens propre, c'est vraiment une des tâches qui nous incombe. Et puis, en ce qui me concerne, j'ai travaillé comme secrétaire de rédaction unique pendant un certain temps, c'est-à-dire que j'étais le seul secrétaire de rédaction sur une publication hebdomadaire. Donc, voilà, je récupérais les copies et puis ensuite il fallait faire tout. Je faisais aussi de la maquette, donc c'était vraiment un ensemble. Et petit à petit, moi j'ai toujours été intéressé par la langue française, voilà, par la grammaire, l'orthographe. Enfin, c'est des choses que j'ai toujours aimées et qui, voilà, et au fur et à mesure, je me suis mis à avoir une relecture systématique de tous les articles en mode un peu correction en fin de chaîne, voilà, après le passage en maquette. Et puis, je me suis formé à partir de là, j'avais des questions qui apparaissaient, donc je me suis formé avec des livres, avec des échanges dans des forums, voilà, et petit à petit, j'ai acquis des compétences de correcteur. Je dirais pas complètement en autodidacte, mais bon, voilà. Et puis il y a 2-3 ans, Sophie, que je connais bien, 3 ans, puisqu'on a fait ensemble des études de journalisme, on discutait, voilà, de sa maison d'édition. Elle me dit, là, j'ai un bouquin où j'ai pas de correcteur, je suis embêté. Et moi, je lui dis, moi, ça pourrait m'intéresser d'essayer. Voilà, je suis pas un correcteur officiel, mais j'ai quand même à la fois de la pratique dans la presse et puis voilà, j'ai pas mal travaillé là-dessus aussi. Et donc, on s'est lancé sur un premier livre. Et puis, je crois que ça a pas trop mal fonctionné. Et moi, j'ai pris goût aussi à ça. Et après, une des différences, quand on fait de la préparation de copies entre la presse et... Bon, moi, j'ai travaillé surtout sur des livres de type essai et des bandes dessinées documentaires. Donc, il y a aussi une sorte de recherche de l'exactitude par rapport au monde réel, je dirais, qui fait qu'il y a un travail aussi de journaliste, de recherchiste, comme on dit au Québec, voilà, pour valider aussi la cohérence du texte et puis son exactitude. Donc, j'étais pas dépaysé. Le plus gros changement, c'est la taille, évidemment, du travail. On va y revenir, ça, Voilà. Mathieu. Sophie, c'était effectivement sa casquette de journaliste aussi que vous trouviez intéressante quand vous avez décidé de confier les premiers textes à Mathieu, le fait qu'il soit effectivement à la fois un fin connaisseur et amoureux, j'ai envie de dire, de la langue française, en tout cas très curieux, et en même temps cette casquette de journaliste qui vous est chère aussi, Sophie. Oui, mais c'était surtout les qualités qu'il avait développées en propre, en autodidacte, mais aussi ses qualités intrinsèques, c'est-à-dire que Mathieu, c'est quelqu'un qui est vraiment d'une extrême rigueur, fiabilité, gentillesse, et que tout ça mis bout à bout fait que
je sais qu'il est journaliste dans le fond, mais je sais surtout qu'il est d'un pointillisme en fait sur les textes qui fait que je peux me reposer entièrement sur lui et que c'est vraiment un travail d'une confiance absolue et c'est tellement précieux en fait de pouvoir me reposer entièrement comme ça sur à la fois le fond et la forme. Enfin, c'est vraiment les deux quoi. Alors, je vois Merci Mathilde Sophie, qui... on va croire que tu m'as payé pour faire Mais tout ça. arrête, tu sais très bien que c'est vrai. Et je vois Ouais. Mathilde qui opine du chef de son côté. Mathilde, si on devait résumer rapidement vivre fluide, qu'est-ce donc, si vous deviez résumer en quelques phrases, ce texte qui est à la fois un essai, qui est en même temps un texte très intime et très personnel, qu'est-ce que vous en diriez en 2-3 phrases? Je vous laisse le faire, je suis lâche. Non, c'est une très bonne piste. En effet, Vivre fluide, c'est un essai écrit à la première personne qui croise différentes disciplines donc de sciences humaines, hein, de la philosophie à la psychanalyse, en passant par la mythologie, l'étude de la littérature et les études de genre, pour éclairer un sujet assez précis qui manquait jusqu'à aujourd'hui dans le champ du féminisme, mais aussi le champ des études queer, LGBT, qui est la bisexualité féminine. Et donc cet essai, il est introduit avec le jeu, puisque je raconte en introduction ce qui m'a mené à ce sujet depuis mon histoire personnelle, et puis il est émaillé d'une 40aine de témoignages. Donc voilà, c'est un essai hybride en quelque sorte Oui, enfin, je m'arrête là parce que vous aviez dit 2-3 phrases, donc j'arrête. Merci de jouer le jeu. Alors évidemment, avant qu'on redonne très vite la parole à Mathieu, Mathieu, quand il reçoit le texte, il y a déjà eu un travail entre Sophie et Mathilde, entre l'éditrice et l'autrice, un travail sur le fond et sur la forme. Je crois que vous avez fait 3 allers-retours sur le texte entre vous. Et Sophie, qu'est-ce que vous laissez sciemment de côté en vous disant ça, je sais que Mathieu s'en occupera derrière et moi je me concentre sur d'autres choses. Est-ce que vous raisonnez comme ça? Oui, en fait, c'est un livre, je ne sais pas combien il y a de notes de bas de page, mais on est à plus de 300, non? On est à 400 même, je crois. Ouais, voilà. Alors, bon, si je vois des fautes énormes dans les notes de bas de page, je les corrige moi-même. Mais globalement, je laisse quand même la totalité des notes de bas de page et de la biblio déjà à Mathieu, ce qui est un gros morceau qui me fait gagner pas mal de temps. Ensuite, c'est un échange à la fois sur les parties, les titres, et puis sur les phrases elles-mêmes. En fait, j'essaye phrase à phrase, en fait, notamment au début, de muscler tout ce qui peut l'être et de rentrer vraiment dans la précision de chaque phrase. Comment dire, voilà, de questionner pourquoi cette phrase est là. Est-ce qu'elle est au bon endroit? Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle est pas trop courte, pas trop longue? À la fois donc le rythme de l'écriture et le propos. Donc, je travaille vraiment sur le propos. Qu'est-ce qu'on veut dire? Pourquoi on le dit là? Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est trop court? Est-ce qu'on perd le lecteur? Est-ce qu'il manque des éléments factuels? Est-ce que voilà. Et donc, voilà, c'est à ce niveau-là que j'interviens. Ah, on t'entend pas. Sophie? Ah, voilà. J'avais pas remis mon micro parce que c'est bien de couper, de rallumer, mais Ouais. Mathilde, j'imagine que ce regard-là de l'éditrice, il est précieux parce que écrire un livre, c'est travailler un texte. Oui, alors sachant que les conversations et l'échange que j'ai pu avoir avec Sophie Caillat ont jalonné le travail d'écriture et même le travail de recherche au début. Alors je l'ai jamais fait lire mes recherches à l'état brut et je lui ai présenté le manuscrit une fois qu'il était présentable. Mais c'est vrai que je me souviens qu'il y a eu un gros travail de concertation, de réécriture, phrase après phrase, surtout sur l'introduction, sur cette amorce du livre. Mais c'est un travail qui m'a ensuite guidée pour moi-même retravailler la suite. Donc oui, c'était d'abord un échange de fond, surtout,
mais qui était, comme je viens de le dire, antérieure, puisque nous discutions du sujet déjà depuis 1 an, en fait. Et puis un travail aussi sur la forme, sur les enchaînements logiques, puisque l'éditrice était, dans mon cas, la première lectrice du manuscrit. Je l'avais fait lire à personne d'autre avant. Donc oui, ça a permis aussi une prise de distance et un travail préparatoire en amont de ce qui allait être confié à Mathieu. Et vous saviez que ce serait Mathieu, parce que comme vous aviez déjà travaillé ensemble sur Corps Public, et je crois que ça s'était divinement bien passé, comme on dit, vous saviez que ce serait Mathieu aussi, finalement, Oui. première lectrice Sophie Caillat, mais premier regard masculin, Mathieu Croc. Oui, absolument. Oui, je savais que ce serait Mathieu et je savais, en l'occurrence, en effet, que ce serait aussi le premier regard masculin sur ce manuscrit. On avait travaillé ensemble 1 an et demi avant, avant la parution de Corps Public, sachant que c'était une bande dessinée, donc l'exercice était légèrement différent parce que le texte est moins abondant et puis il a une fonction différente. Il y avait aussi, je crois, mais ça c'est Mathieu qui pourra en parler plus que moi, il y avait aussi beaucoup de problématiques de maquette et d'orthotypo, enfin de typographie, de place dans le phylactère, etc., qui sont des choses évidemment qu'on n'a pas avec les autres types de textes. Mathieu, vous aviez effectivement cette conscience que, enfin, moi quand c'est Mathilde qui, quand on s'est eu au téléphone, m'a dit, mais Mathieu, ça allait être leur premier regard masculin sur ce texte, qui est un texte effectivement très féminin, avec des témoignages de femmes, avec quelque chose de très personnel de la part de Mathilde sur le désir féminin. Est-ce que ça, vous aviez conscience que vous arriviez aussi avec votre regard masculin sur ce texte, où finalement la correction est non genrée? Alors, je ne savais pas que j'étais le premier homme à lire ce texte. Mathilde me l'a dit, mais quand j'avais quasiment fini, parce qu'on s'est appelé un moment pour en parler. Voilà, c'était flatteur hein, d'avoir ce rôle. Après, oui, dans la correction, je dirais pas que c'est non genré, parce que c'est un texte, en effet, qui parle beaucoup de genre, qui parle de sexualité. Donc, c'est vrai que voilà, on a forcément des regards différents suivant son genre, suivant son orientation sexuelle, etc. Et donc, moi, j'essaye d'avoir aussi une sorte de modestie par rapport à ça, parce qu'on sait que les gens vont lire toujours un texte de leur point de vue. Et moi, je considère pas qu'on peut être universel. Enfin, surtout que c'est un point de vue qui est quand même souvent, quand on parle d'universel, finalement, on renvoie à des hommes blancs, cisgenres. Enfin bon, c'est voilà. Donc moi, j'ai abordé ça aussi, pas avec un regard technique de correcteur, mais aussi en lisant, parce que c'est aussi un texte qui parle quand même voilà, d'un milieu aussi, d'un milieu un peu militant. Enfin, on parle beaucoup des milieux LGBT, et donc il y a aussi certains termes, enfin, on pourra revenir dessus, mais qui sont des termes qui sont utilisés par des militants ou par des gens qui connaissent particulièrement ça. Ça peut être aussi des sociologues. Donc moi, je suis arrivé avec ce regard un peu, je dirais un peu extérieur, et en même temps, c'est un milieu que je connais aussi. Enfin, c'était pas une découverte complète pour moi. Je suis assez familier avec les questions de genre, j'ai lu beaucoup de textes là-dessus. Donc voilà, en tout cas, j'ai découvert ça, donc voilà, que j'étais le premier homme à lire ce texte, j'étais flatté de ça, et puis en même temps, je ne sais pas, est-ce que si ça avait été corrigé par une femme, ça aurait été différent? Ça, c'est peut-être Mathilde qui pourrait le dire. Moi, j'ai essayé de faire en sorte que ma correction soit neutre, mais je sais que c'est jamais complètement possible de ce point de vue-là. Moi, pour compléter ce que tu viens de dire, Mathieu, moi, je trouvais ça très très bien hein, que le premier, que le correcteur soit un regard masculin, enfin qu'en tout cas soit un homme. Parce que je pense pas que ça aurait été forcément mieux que ce soit une femme. Ce que je voulais dire en revanche, c'est que il est possible que dans l'hypothèse où si je n'avais pas connu, si je ne connaissais pas Mathieu avant, si j'avais pas déjà travaillé avec lui, j'aurais peut-être été un petit peu
méfiante si Sophie m'avait dit, bah voilà, le correcteur va être un homme. Enfin, peut-être pas méfiante, mais je me serais dit, tiens, en tout cas, ça va apporter toutes ces questions-là. Et là, en l'occurrence, il y avait déjà une confiance qui était installée. Je savais qu'il y aurait évidemment non seulement de la bienveillance, mais qu'il y aurait aussi tout un savoir qui permettrait de saisir ces questions-là de genre qui avaient déjà été partiellement traitées dans la BD Corps Public. C'est marrant parce que je me suis pas du tout posé cette question-là. Non, mais je me dis pas Mathieu a un regard d'homme, je me dis Mathieu a un regard d'humain correcteur. Et par contre, on peut parler de l'écriture inclusive et de où on a mis la limite. On va effectivement en parler, Sophie. Mathieu, est-ce qu'il y a des... Enfin, vous m'avez avoué que Mathilde, ayant fait des études de philosophie, vous aviez peur que ce soit... Enfin, si ça avait été un texte purement philosophique, ça vous aurait un peu effrayé et que, bon, ce n'est pas le cas. Est-ce que, justement, en tant que préparateur de copie, il y a des sujets où vous diriez non parce que vous sentez pas les épaules ou je ne sais quoi, ou est-ce que finalement on peut sauter à pieds joints dans chaque texte? Ça peut arriver, hein. Je pense que la préparation de copie, ça demande aussi d'avoir un arrière-plan, je dirais, culturel, peut-être plus vaste que quand on est en relecture d'épreuves, où il faut travailler vraiment sur la langue. Est-ce que je pourrais refuser? C'est difficile de refuser des livres à Sophie parce qu'elle est très très convaincante. Après, c'est vrai que quand Sophie m'a dit, voilà. C'est aussi qu'on a une certaine affinité et que Oui, on de se connaît fait, bien je aussi. fais des sciences humaines light, dirons-nous, et que moi-même, je ne me sentirais pas à l'aise à traiter de thèmes de philosophie dure. Et donc, de fait, mon background journalistique est le même que Mathieu, et du coup, on a une sorte de culture commune qui facilite. Pardon de t'avoir C'est vrai interrompu. que quand Sophie m'a dit, voilà, Mathilde est en train de préparer un nouveau livre, elle voudrait que tu travailles dessus. Moi, je lui ai dit tout de suite, alors attention, si c'est de la philosophie ou de la psychanalyse, moi, c'est des domaines que je maîtrise pas d'un point de vue, je dirais, culturel, technique, etc. Et donc, j'aurais du mal à le faire. Est-ce que je l'aurais refusé? Bah, connaissant les éditions du Faubourg, c'est vrai qu'on n'est pas dans des textes extrêmement techniques, etc. Donc, ça aurait pu se faire. Mais c'est vrai que je suis plus à l'aise avec des domaines que je connais bien. Et là, c'était un texte qui est à la fois grand public, puisqu'il vise quand même. C'est un texte qui vise aussi, enfin, c'est ce que dit le sous-titre, hein, peut-être Mathilde me corrigera, ou Sophie, mais quand les femmes s'émancipent de l'hétérosexualité, ça veut dire qu'on s'adresse aussi à des gens qui ne sont pas dans le milieu LGBT, qui ne sont pas forcément familiers des questions de genre. Et donc, c'est aussi un texte de vulgarisation, je dirais, d'une certaine manière. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît, aussi bien en tant que journaliste, parce que je pense que voilà, c'est des textes sur lesquels je me sens de travailler. Voilà. Après, c'est vrai que ça aurait été un essai vraiment philosophique. J'aurais eu un peu plus de mal. Est-ce que je l'aurais fait ou pas? Je ne sais pas. J'aurais demandé à jeter un coup d'œil peut-être au manuscrit. Mathilde, sur cette notion de vulgarisation, ça, au moment d'écriture, effectivement, on se pose la question du public pour qui on est en train d'écrire et ça influence la langue. Oui et non, puisque j'ai l'impression d'avoir toujours écrit ce type de livre. Enfin, j'avais pas encore écrit d'essai aussi volumineux que celui-là, mais que ce soit, je veux dire, les thèmes que j'aborde, et puis quand j'ai envie de parler de philosophie ou de psychanalyse, je le fais toujours comme ça. Donc pour moi, il y avait rien de nouveau. Enfin, je m'adressais aux lecteurs et aux lectrices comme je l'avais toujours fait. En revanche, ce qui a été nouveau avec cet ouvrage-là, et là j'ai eu des retours à la fois de Sophie et de Mathieu là-dessus, c'était qu'il fallait que je donne plus souvent des définitions de termes que j'employais. Donc il y avait quand même un certain nombre de termes qui pour moi étaient évidents, alors que en plus je suis vraiment pas
je suis impliquée dans des associations militantes, mais je me considère pas moi-même comme vraiment une militante de terrain, avec vraiment un jargon au quotidien, etc. Mais voilà, Mathieu et Sophie m'ont alerté sur ce point-là, et donc il y a eu des notes de bas de page aussi auxquelles j'avais pas pensé, pour expliquer ce que signifie cisgenre, pour expliquer ce que signifie. Alors j'en ai pas d'autres en tête, mais je me souviens, c'est le premier à m'avoir marqué dès les premières pages du livre. Il y Je a pensais que... intersexué, il y a queer, il y a non-binaire, des mots Ouais. comme ça, en effet, ouais. Donc c'était là aussi l'importance de ce regard extérieur et professionnel. Et puis pour en venir à la conclusion aussi qu'il valait mieux expliquer un terme de trop qu'un terme de moins, en fait. Voilà. Mathieu, vous avez commencé à le dire tout à l'heure, évidemment, la différence de taille entre un article de presse et le manuscrit de Mathilde. Là, effectivement, on est dans deux dimensions complètement différentes. C'était combien de signes, Vivre fluide? Il y avait 480 000 signes, en fait, dans la copie que j'ai rendue, donc avant maquette. Voilà, donc je pense que ça n'a pas bougé beaucoup, hein, même si c'est pas moi qui ai fait les relectures ensuite sur épreuve, mais donc c'est un essai, voilà, je dirais, qui est la taille d'un bon essai, voilà, costaud. Et c'est vrai que moi, en tant que journaliste, secrétaire de rédaction, j'ai l'habitude de travailler sur des articles qui vont de, bon, je parle pas des brèves, mais sinon c'est entre 2000 et 20 000 signes, disons. Donc là, on est dans un facteur 20. Ça change quand même le travail en termes de concentration déjà, en termes de temps évidemment, donc de se ménager aussi du temps. Moi, je suis secrétaire de rédaction, je travaille à temps partiel, mais je suis salarié en CDI, donc j'ai quand même du temps chaque semaine, voilà, mais ça demande à s'organiser un peu. Et puis après, il y a aussi ouais, des méthodes un peu différentes, mais que tous les correctrices et correcteurs présents ici connaissent, hein. Il y a plus de notes à prendre aussi. Voilà, quand on travaille sur un article de 15 000 signes, on ne va pas forcément noter l'orthographe des mots quand on choisit entre deux orthographes possibles. On ne va pas forcément... voilà, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut se reposer sur sa mémoire quand on fait un article ou même un dossier avec 3-4 articles, et où ça va être un peu plus compliqué sur un texte volumineux. Il y a une question d'Isabelle qui vous demande le rythme de lecture. Combien de signes à l'heure, par exemple, pour un livre comme celui-ci? Ah oui, c'est des questions très, très précises et très, très concrètes. Alors, en prépa copie, évidemment, ça dépend des textes, hein. Celui-là était quand même bien préparé. Voilà, il faudra qu'on arrête de se lancer des fleurs, mais c'est vrai que c'était quand même bien écrit. C'était voilà, au niveau de la grammaire, au niveau de l'organisation, c'était un texte qui était fluide, justement, si j'ose dire. Et donc, je dirais que en lecture, je devais être autour de 8000 signes à l'heure, quelque chose comme ça, je pense. Euh, je regarde parce que j'ai mon petit tableau où je note ça pour chaque livre par curiosité. Et donc, ouais, même un peu plus. J'étais autour de 9000. Voilà. Après, il y a des livres ou des articles où ça va descendre à 6000, 7000. Enfin bon, ça dépend vraiment des textes. Mais quand c'est bien écrit, il y a pas tout à réécrire, il y a pas vraiment enfin, il y a quand même rarement des fautes d'orthographe. Donc voilà, c'était un texte bien préparé. Vous parliez de prise de notes pour les graphies des noms propres, par exemple, ou ce genre de choses. Comment on rentre dans le très concret, hein, puisqu'on est aussi dans une espèce d'option de formation et de partage de techniques. Ces notes, vous les prenez comment? Informatiquement dans Word à côté, à la main? Est-ce qu'il y a une double façon de faire? En général, moi, je fais les deux. C'est-à-dire que j'ai un document de texte. Bon, j'ai mon document, là, j'ai travaillé sur Word, hein, pour la prépa, comme ça se fait quand même de manière classique. En général, j'ouvre un document de texte à côté, voilà, dans un petit éditeur de texte, mais je pourrais aussi le faire dans Word, mais je préfère que le logiciel travaille que là-dessus, parce que sur des gros textes, ça peut arriver qu'il y ait des plantages et tout ça. Bon. Donc j'ai un petit éditeur de texte et dedans, je vais noter, notamment pour les orthographes.
ou certaines formes typo, voilà, quand il y a des choix à faire qui sont liés à la fois à la marche maison des éditions du Faubourg et puis aussi à l'homogénéité du livre. Donc là, je prends des notes, voilà, ou quand il y a des noms propres, je vais les noter là-dedans. Et puis j'ai toujours un bout de papier aussi, une feuille volante ou deux ou trois sur laquelle je vais noter plutôt des idées, des choses plus informelles, en disant attention, il y a tel mot qui revient beaucoup à tel endroit. Bon, des choses voilà, plus subjectives. Et puis je note aussi le temps que je passe parce que ça me permet à moi de m'organiser, de me repérer, justement de pouvoir répondre à la question sur le nombre de signaleurs. Et c'est important aussi quand on travaille en tant qu'indépendant, de savoir combien on gagne par heure, combien on travaille. Donc moi, je fais ce travail-là en routine, mais c'est vrai que je vais noter sur la feuille, j'ai commencé à telle heure, j'ai fini à telle heure. Voilà, parce que on pourrait faire ça de différentes manières, mais j'ai ma feuille qui est un peu mon tas d'idées de travail. Et après, voilà, après, ce que je fais pas et ce que je devrais faire, c'est pour les références biblio, justement, où il y a un gros travail, où j'ai tendance, enfin, il faudrait que je colle plus les titres et voilà, quand j'ai une référence, je sais qu'elle va revenir, donc il faudrait que peut-être que je les isole. Pour l'instant, j'utilise vraiment c'est dans Word, j'ai fait beaucoup de recherches, je vais aller rechercher dans Word en me disant, cette référence, je l'ai déjà vue, je vais aller faire une recherche et puis je vais la recopier, mais je pourrais peut-être améliorer ça. Je crois que la première chose que vous faites quand vous recevez le texte, c'est de passer un petit logiciel d'abord pour tout ce qui est typo, double espace, vous débarrasser de ça avant de mettre les marques de correction apparentes. Oui, c'est ça, moi je désactive le mode révision dans Word et puis je passe un coup d'antidote, mais bon, je l'ai fait aussi avec Prolexis, hein, c'est voilà, pour vraiment faire la base de la typo, les apostrophes, les guillemets, les insécables, enlever les doubles espaces. Même ce que je fais avant, c'est d'enlever les feuilles de style quand je sais qu'il n'y en aura pas besoin. Parce qu'en général, des livres comme ça, je préfère enlever les feuilles de style, ensuite les remettre sur les sous-titres, voilà, les intertitres s'il y a besoin. Mais comme je sais que de toute façon, ça va être remaquetté, c'est pas utile. Donc ça permet des fois de nettoyer un petit peu le document s'il y a différentes polices. Je crois pas que c'était le cas dans ce texte-là, parce que je pense que ça avait déjà été fait par Mathilde et par Sophie. Et puis ensuite, donc un coup d'antidote, voilà, pour vraiment les questions de typographie. Alors, je fais pas de correction automatique à ce stade parce que c'est trop risqué. Et puis, bon, ça sert à rien voilà, de signaler les coquilles au début. On sait jamais à quoi ça va correspondre. Mais c'est sûr que je vais pas garder les apostrophes droites alors qu'on va mettre des apostrophes typo et ça sert à rien de le faire à la main. Une Alors, fois vous que j'ai avez fini, j'enclenche le mode révision et là, c'est parti. Laurence demande si les feuilles de style nuisent ou pas au passage d'antidote ou de Prolexis. Non. Non, non, pas du tout. Ça nuit plutôt à ma concentration quand on va changer de police au cours d'une phrase, ou ça m'est arrivé dans d'autres textes d'avoir par exemple les citations qui n'étaient pas dans la même police que le texte courant parce que c'est des copier-coller qui étaient faits par les auteurs. Moi, je préfère tout écraser, ça évite de se concentrer sur des choses comme ça qui relèvent après plus du travail de maquette ou du travail de correction, mais en relecture sur les épreuves. Vous l'avez dit un peu tous les trois sur la spécificité de ce texte, c'est que le champ lexical est effectivement celui entre autres, hein, du domaine LGBT, et finalement, pour vous, Mathieu, là, il fallait être extrêmement attentif puisque un certain nombre de termes sont pas encore tout à fait attestés, puisqu'il y a du jargon issu de l'anglais. Et il y avait plein de décisions à prendre sur tout ça et de discussions, j'imagine, à avoir avec Mathilde. Je pense qu'il y en a beaucoup qui avaient déjà été discutés entre Mathilde et Sophie, ou alors que peut-être Mathilde avait déjà tranché de son côté, parce que le texte, comme je disais, était quand même assez propre. Après, il y avait des discussions, par exemple, à savoir si on gardait en italique tel ou tel mot. Un mot comme queer, par exemple, que Mathilde a mis en ital. Moi, j'ai vu qu'il était dans le petit revers. Je me suis dit, on va le passer en romain, parce que finalement,
c'est un terme qui est lexicalisé. Voilà, je l'aurais peut-être gardé en italique dans un article de presse d'un journal grand public. Mais là, ça dépend aussi voilà, de l'ouvrage sur lequel on travaille. Après, il y avait la question des, voilà, des apocopes homo pour homosexuels, voilà, bien vérifier les pluriels, mais il y avait la question de bi aussi. Mathilde avait fait le choix de garder bi, d'écrire BI même quand c'était au pluriel. Dans certains textes, on va mettre BIS. C'est vrai que c'est des choix qui avaient déjà été faits par Mathilde et Sophie. Et en plus, c'était les choix que j'aurais fait aussi, je pense. Parce que bi, à partir du moment où on écrit BIS, on se retrouve en concurrence avec un adjectif, hein, le pain bi. On se retrouve avec bis, comme dans aux 3 bis de la rue machin. Donc, ça peut gêner la lecture et finalement, ça ne me choquait pas du tout que bi soit gardé de manière invariable. Voilà. C'est Je une pense que question si que ça vous m'avait avez. pas plu, j'aurais sollicité Mathilde ou Sophie. Oui, là, vous n'avez pas du tout communiqué avec Mathilde vous avez compris tout de suite que Mathilde avait choisi de ne pas l'accorder. Oui, en plus, elle avait mis une note, donc c'était vraiment très clair. Ah oui, Mathilde, Euh, quand vous écrivez, vous mettez des notes à Mathieu. C'était une note de bas de page. Non, c'est resté une note de bas de page dans le livre, justement pour expliquer ce choix, puisque même je crois que pour cet exemple précis, un autre moment, il y a un témoignage que je cite, hein, qui est extrait d'un site, du site Barbiturix, et dans ce témoignage, la personne utilisait bi avec un E. Et alors, comme c'était dans une citation, il me semble qu'on l'a gardé comme ça. Tout à fait, ouais. Voilà. Et donc, ça a confirmé, en fait, l'intuition de devoir, pour ma part, le justifier. Voilà. Et puis, on avait aussi, voilà, après, il y avait des choix à faire aussi, par exemple, sur un terme comme non-binaire. Donc, traditionnellement, les adjectifs avec non, bah, ils prennent pas de trait d'union, hein. On écrit en 2 mots. Et puis, alors, quand on dit un non-binaire, une non-binaire, là, on va mettre un trait d'union. Mais sur les adjectifs, moi, j'ai été un peu embêté parce que être non-binaire, c'est pas n'être pas binaire en fait. Moi, je voyais ça finalement. Je me suis dit, est-ce qu'on met pas un trait d'union pour montrer que c'est un terme en tant que tel, comme on peut parler d'une personne non violente, voilà, pour faire la différence entre le fait que que ça va être une idéologie en l'occurrence ou quelqu'un qui est pas violent. Donc, on avait un peu tâtonné sur ces traits d'union. Finalement, on l'a pas retenu. Donc, dans le livre, on laisse non-binaire sans trait d'union. Mais c'est des questions qui se posent dans ce genre de texte et moi, je trouve ça très intéressant. Et là, c'est des questions. Alors, je crois que Sophie, fait le choix de vous laisser communiquer directement avec l'autrice, avec Mathilde. C'est des questions qui se posent, que vous posez à Mathilde. La décision, vous la prenez ensemble. Et est-ce que ça arrive que vous fassiez rentrer Sophie Caillat dans la boucle, l'éditrice dans la boucle, si vous finalement si vous restez indécis tous les deux et la décision finale, enfin demandez aussi son avis à Sophie pour une décision sur un trait d'union. Oui, en plus, c'est souvent des questions que moi je pose en commentaire de Word. Donc, je pose beaucoup de questions. Enfin, les modifications que je fais sans les commenter, ça va être vraiment des questions d'orthographe ou une phrase que je vais réécrire un petit peu pour éviter une répétition, rendre quelque chose d'un peu plus souple. Bon, ça apparaît dans le mode révision, donc je sais que l'autrice va pouvoir après les accepter ou les refuser. Après, pour des choses comme ça, je vais mettre beaucoup de commentaires où je suis un peu bavard, donc je dis voilà, j'ai préféré faire ci parce que ça. Et je sais que là, en l'occurrence, Mathilde allait pouvoir répondre, mais Sophie aussi avait accès à ses commentaires. Donc après, c'est des discussions. Et puis, aussi les collaboratrices de Sophie aux éditions du Faubourg qui, voilà, on travaille quand même des fois quand il y a des questions comme ça, c'est des choses qu'on va se poser à plusieurs et plus on a de personnes qui peuvent réagir et mieux c'est parce que c'est des choix à faire et il n'y a pas de c'est pas des vérités, on n'a pas un code typo qui va nous dire non binaire, il y a une div, et puis c'est pas encore dans le dictionnaire. Et puis même si c'était dans le dictionnaire, ce serait pas pareil dans le Robert et dans le Larousse, donc de toute façon. Tiens,
Je tiens à dire qu'on est souvent 5 relecteurs quand même au final, entre l'autrice, le préparateur de copie, moi, mon assistante et le deuxième correcteur qui interviendra au stade du BAT. Donc, on est quand même assez nombreux pour, s'il y a des débats, les trancher facilement, mais on écoute quand même l'avis de Mathieu, d'autant que c'est très agréable qu'en effet, il met beaucoup de commentaires pour justifier ses décisions et qu'en général, du coup, on sait pourquoi il les a prises. Et du coup, voilà, si on n'est pas d'accord, on le dit, mais en général, on comprend le cheminement de sa décision, quoi. Sophie, il y a une question d'Anne-Sophie dans le fil qui demande si vous donnez des notes explicatives, ou en tout cas des décisions que vous avez prises, vous, avec Mathilde en amont, à Mathieu quand vous lui confiez le travail. Non, justement, on essaye de rendre un texte sans aucun commentaire au préparateur de copie pour avoir tranché entre nous les décisions avant. S'il reste des choses, je peux lui dire dans un document à part, mais j'essaye de lui rendre un texte sans aucune marque de révision. Oui, mais je pensais dans un document à part, hein, dans le mail. Oui, dans un mail accompagnant, je peux lui dire, voilà, j'ai encore des doutes sur ça, ça, ça. Mais j'essaie d'avoir fait tout ce travail en amont parce que je sais que de nouvelles questions vont être soulevées de toute façon par sa lecture. Donc, essayons d'avoir tranché pas à pas les questions les unes après les autres. Mathilde, vous m'avez dit qu'en fait, plus le texte vous revenait avec des commentaires et des corrections de Mathieu, plus ça vous rassurait. Mais vous vous attendez à la discussion sur effectivement le trait d'union non binaire. C'est des choses auxquelles vous vous attendiez de devoir prendre cette décision. Oui, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal de dire que quand je reçois un document avec plein de notes, plein de traits, de trucs barrés, ça me rassure. Il y en a peut-être qui le prennent différemment et qui doivent se dire « Oh là là, j'ai fait plein d'erreurs, je suis nulle. » Moi, au contraire, ça me rassure parce que je me dis « Bon, voilà, c'est vraiment passé au peigne fin, c'est passé dans une passoire, rien ne lui a échappé. » Et puis... ça permet non seulement de confirmer ou d'infirmer des doutes que je pouvais avoir et qui me laissaient pas tranquille, et puis ça me permet aussi d'apprendre plein de choses, tout simplement parce qu'il y avait aussi un certain nombre de corrections qui sont intervenues sur des mots, des tournures ou de l'orthographe que je pensais acquis de mon côté et qui en fait se révélaient pas si évidents que ça. Par exemple, pour la petite anecdote, avant d'être autrice, moi j'étais graphiste. J'ai pas exercé très longtemps, mais j'ai fait des études de graphisme, option édition. Donc j'ai eu des cours de typo, et je pense que j'ai gardé un œil un peu maniaque quand même pour certaines choses, et notamment sur les. En général, j'essaie de faire justement chercher, remplacer pour les apostrophes quand elles sont pas typo. Quand je vois une apostrophe droite, ça m'agace. Mais en l'occurrence, par exemple, avec Mathieu, j'ai appris aussi que les 3 points de suspension n'étaient pas les mêmes. Il suffit pas juste de faire 3 points les uns après les autres. Ça, c'était des choses vraiment techniques que j'ai apprises. Et en fait, mon but, si on retravaille ensemble avec Mathieu, ce qui est une certitude pour ma part, c'est de lui donner de moins en moins de travail, en fait. Voilà, mais grâce à lui. Donc, ouais. Voilà, pour Après, répondre. ça peut être un peu inquiétant, hein, quand moi je trouve rien, ça m'inquiète. Ça va être Parce que tu dis, Mathilde, que tu es sûre que j'ai tout passé au peigne fin. Moi, je sais que c'est pas le cas, que je vais avoir laissé passer des choses parce que c'est toujours comme ça. Et c'est vrai que moi, si je lis une page entière sans y trouver une coquille ou un problème de grammaire, ça m'inquiète. Mais bon, en l'occurrence, c'était souvent le cas. Nous ne sommes pas des magiciens. Ouais. Alors, je sais qu'il y a eu aussi puisqu'on parlait du jargon anglais, il y a eu des discussions sur le fait de laisser des termes en anglais ou de les traduire. Je pense notamment à slut shaming ou à empowerment. Mais empowerment, est-ce qu'on peut considérer que c'est rentré dans notre vocabulaire? Vous nous racontez un peu cette discussion autour de ces points précis-là et savoir si c'est des discussions que vous avez eues tous les deux, Mathieu et Mathilde, ou toujours sous l'œil vigilant et actif de Sophie Caillat. Il y avait mansplaining aussi dans le genre. À chaque fois, pardon, j'interviens, mais chaque fois, c'est la question de est-ce que cette expression est rentrée dans le langage courant? C'est un peu ça la question qu'on se pose, non? C'est aussi se demander si cette expression est concept, hein, si c'est par exemple, pour
empowerment ou comme gender studies aussi. Je dis quand même beaucoup plus souvent gender studies que études de genre. Mais pour empowerment, moi, j'arrive pas à le traduire par empouvoirment parce que je prends en compte le contexte d'émergence de ce terme qui est anglo-saxon, la façon dont il a été approprié par les premiers militants, les premières militantes, c'était en anglais. Et voilà, bon, après, il faut toujours trancher à un moment ou un autre, et je suis pas, en plus, pour l'invasion des anglicismes, loin de là. Mais en l'occurrence, quand je trouve que la traduction nous éloigne trop du concept que c'était et du contexte d'origine, ça me pose un petit peu problème. Donc, de mémoire, il me semble que empowerment, on l'a laissé, mansplaining, on l'a laissé, et slut-shaming, on l'a laissé aussi. Quitte à mettre des... Alors, on a expliqué slut-shaming. Empowerment, on n'a pas mis de note, je crois. Moi, j'avais proposé en fait de mettre dans une note un des termes français, parce que voilà, je comprends aussi l'origine évidemment anglo-saxonne de ces termes, mais c'est le cas aussi de beaucoup de termes qui ont été francisés et qui peuvent être d'origine étrangère. Moi, je suis pas non plus contre les anglicismes, hein. Je suis pas du tout un chasseur d'anglicisme. Après, quand on peut trouver des termes qui sonnent bien et qui prennent leur place, je trouve ça pas mal. Pour empowerment, j'avais cherché un peu dans différents textes. Donc, il y a des termes comme empouvoirment, que je trouve pas très joli, empuissancement, qui sonne pas mal, capacitation, qui est utilisé aussi. Voilà. Finalement, moi, j'ai proposé ça. Après, Mathilde a décidé de le garder. On a eu un échange dans les commentaires. Voilà, et bon, ça me choque pas du tout d'utiliser ce terme d'empowerment. Voilà. Après, on l'a laissé en ital parce que c'est quand même un anglicisme à mon avis. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément un terme lexicalisé comme peut l'être queer, qui a pas vraiment, où personne cherche vraiment d'alternative à ce terme-là. En tout cas, en France, je parle pas du Québec, mais après, oui, sur les termes, alors slut-shaming, ça a été explicité, il y a une note de bas de page. Après, on a eu des discussions un peu sur les mots traduits aussi, hein. Il y a eu quand même des mots comme like crap ou very successful slut. Voilà, on s'est un peu amusé a posteriori de voir comment traduire ça. Mais bon, qu'est-ce Et qu'on peut dire il y d'autre? a eu aussi des questions sur, comment vous m'avez appelé ça au téléphone, Mathieu, sur des petits points scatologiques, Oui, c'est-à-dire sur un S ou pas, un cacaboudin, une traduction qu'avait faite Mathilde d'un extrait, d'une citation en anglais qu'elle avait traduit en français, où il y avait l'expression traité comme une merde ou traité comme de la merde, enfin, et que bah, là, il s'était aussi posé des questions sur ces sujets-là. voilà, bah, c'était un peu une coïncidence d'avoir ces deux-là, hein. Mais c'est vrai que oui, cacaboudin au pluriel, alors c'est une citation et il y avait deux questions qui se posaient. C'est est-ce qu'il faut une div, donc un trait d'union entre les deux mots, et puis où est-ce qu'on met les S? Et bon, comme c'était une citation, on a gardé comme c'était écrit, hein, mais c'est vrai que quand je l'ai lu au début, je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Parce que c'était caca singulier, boudin pluriel avec une div, ça me semblait un peu illogique. Bon, une Je fois suis qu'on a allée vérifier. vérifié la citation, tout va bien, hein. Oui, c'était Voilà. un roman paru chez Flammarion de Elena Marienske, mais je suis allée vérifier quand même. Ouais, oui, mais on a bien ri aussi. Ouais, c'est ça, ça change. Et puis évidemment, on ne peut pas passer du temps ensemble sans parler d'écriture inclusive, puisqu'il y en a dans ce texte. Il y en a de façon extrêmement fluide. Moi aussi, je m'y mets à utiliser l'adjectif, hein, qui est pas. Enfin, je me suis demandé si c'était le premier texte que je lisais en écriture inclusive. Peut-être bien, et je m'en suis longtemps pas rendu compte en le lisant. Donc voilà, pour la lisibilité, chapeau à tous. Sophie, il y a une volonté des éditions du Faubourg de proposer aux auteurs ou d'imposer aux auteurs d'écrire en écriture inclusive?
De proposer, d'imposer rarement. Mais Mathieu, je te l'annonce en avant-première sur le prochain texte qu'on va faire. C'est un homme qui écrit et voilà, quand il écrit tous mes élèves, je lui dis alors peut-être que on pourrait imaginer que le masculin ne l'emporte pas sur le féminin et que ce soit toutes et tous, ou, enfin voilà, peut-être qu'on pourrait imaginer que le monde est composé d'hommes et de femmes. Je lui dis très gentiment, hein, mais voilà, que ajouter un peu d'inclusivité. Donc je lui ai dit, attention, je ne suis pas une extrémiste, nous n'allons pas avoir des IL et des spectatrices. En revanche, tous les élèves, peut-être que ça pourrait être, que ça pourrait inclure la moitié des élèves qui sont des femmes. Donc, il était un peu gêné de se rendre compte, en fait, que, ah oui, c'est vrai, il avait oublié. Il était fait comme tout le monde de son âge, une soixantaine d'années. Il était, voilà, le masculin l'emporte sur le féminin. Donc, c'était bien, c'était agréable d'être celle qui ajoute un petit peu d'actualité, enfin qui rénove un peu. Après, voilà, j'ai des autrices qui ne supportent pas que je dise d'elles qu'elles sont des autrices, mais qui veulent être appelées des auteurs. Donc voilà, on s'adapte. Si je dis à quelqu'un tu es une autrice et qu'elle me dit non, non, je suis une auteure, je fais voilà, enfin je peux pas forcer les gens à être appelés d'une manière où ils n'ont pas envie d'être appelés. Mais voilà, en tout cas, une limite qu'on a mis dans la maison, c'est pas de barbarisme. Mais un maximum d'écriture inclusive, ou en tout cas considérer que le monde est composé d'hommes et de femmes dans l'écriture, c'est plus agréable. Et donc, si tu t'en es pas rendu compte, Sophie, un grand merci, c'est très agréable. Mathilde, c'était enfin, pas rendu compte au bout d'un moment, quoi. Enfin, je me souviens quand j'ai vu le premier point médian, je suis revenue en arrière en me disant, oh, je les ai pas vus avant. Donc, voilà. Mathilde, c'était la première fois que vous écriviez un essai en écriture inclusive et vous saviez le faire? Comment ça a été assez naturel ou parce que c'est pas que le point médian, hein, on est bien d'accord, l'écriture inclusive. Mathieu va nous développer ça encore après, mais. Oui, c'était la première fois. C'était évident que ce livre serait écrit avec l'écriture inclusive. Au début, ça m'a fait un petit peu peur. Enfin, je m'étais dit, bon, bah, comment on procède? Enfin, j'étais curieuse de voir l'effet que ça allait produire sur l'écriture, si j'allais m'y mettre dès le début ou si j'allais uniformiser le texte une fois écrit. J'avais demandé quand même à Sophie et Mathieu de me fournir une sorte de petite charte pour savoir comment eux, ils avaient l'habitude de faire jusqu'à présent, parce que j'avais, par exemple, moi, à cette époque, avant qu'ils ne m'éduquent, je mettais 2 points médians entre le féminin, masculin, et puis après, quand il y avait un pluriel, je mettais un 2e point médian. Là, Sophie m'avait dit, attends, là, c'est beaucoup trop. Et donc, je me souviens avoir gardé cette petite charte, un peu comme fait Mathieu avec ses commentaires pour lui-même dans un document texte, une petite notice sur mon Mac que j'activais de temps en temps pour me rafraîchir la mémoire. Et je pense que j'ai commencé à l'intégrer en commençant à écrire. Et puis, c'est un peu comme pour tout, c'est un peu comme le terme d'autrice que moi-même j'arrivais pas à utiliser il y a quelques années, qui me faisait mal aux oreilles, que je trouvais pas naturel, et maintenant il est complètement évident. Au bout d'un moment, c'est rentré dans la machine, en fait. Il y avait plus de grains de sable dedans, les rouages fonctionnaient, et puis l'intervention de Mathieu, évidemment, a permis de repérer encore tout ce qui manquait. Et là, le premier exemple qui me vient à l'esprit, alors je sais pas, d'ailleurs, c'est l'occasion de te le demander, Mathieu, si c'est une règle dans l'écriture inclusive ou si c'était ton intuition et ton savoir-faire qui te l'avait dicté. Mais par exemple, quand il s'agit de dire les hommes et les femmes, alors tu me disais, on va dire plutôt les femmes et les hommes, et c'est pas forcément par marque de politesse ou de galanterie, ce qui serait encore pire, mais c'est parce que le F est avant le H dans l'alphabet, et en fait on va nommer les choses par ordre alphabétique, et j'avais trouvé ça extrêmement ingénieux. Il y a eu donc voilà, l'exemple que j'ai redonné n'est peut-être pas le meilleur, mais t'en as peut-être d'autres qui te viennent, et ça, j'ai trouvé ça vraiment ingénieux, et je vais m'en resservir par la suite.
Bah oui, alors il n'y a pas vraiment de règles, je dirais, pour l'écriture inclusive, puisque c'est quelque chose qui s'invente. Pour avoir des règles, il faut avoir des références. Aujourd'hui, il y en a assez peu, même s'il existe quelques guides de style qui ont été édités, voilà, soit par des institutions, je pense à certaines universités, ou par il y a aussi des entreprises, hein, des consultants en rédaction qui ont fait des guides pour des entreprises, voilà, qui veulent écrire avec ça. Il y a eu Bon, il y a le guide EGACOM là, du service public pour une communication c'est publique ça, sans voilà, stéréotype de sexe qui vient, la mise à jour est sortie hier ou avant-hier. Ah, très bien, ouais. Il y a aussi l'agence Mots-Clés, par exemple, qui a travaillé là-dessus avec Eliane Viennot, voilà, qui est une historienne et grande spécialiste de l'écriture inclusive, historienne de la langue française. Donc voilà. Après, c'est vrai que des petits trucs comme l'ordre alphabétique, en effet, ça permet d'avoir une harmonisation et de dire bah, pourquoi est-ce que je vais prendre dans ce sens-là? Bah, voilà, parce qu'il y a une règle qu'on s'applique. Donc c'est pratique, hein, mais on fait beaucoup ça de toute façon de manière générale dans la correction, hein. Il y a des règles, c'est aussi pour juste pas avoir à trancher à chaque fois, on les suit et puis voilà. Après, l'écriture inclusive, bon, souvent c'est réduit au point médian dans les polémiques, mais évidemment c'est pas que ça. Les points médians, il n'y en a pas énormément dans ce texte. Je pense qu'il y en a une soixantaine. Donc sur 480 000 signes, voilà, c'est pas énorme. Alors je l'ai pas compté dans les notes de bas de page, hein, parce que ça peut être dans des titres ou voilà. Mais en gros dans le texte courant. Il faut dire aussi que c'est un texte qui est très écrit au féminin. Donc, d'une certaine manière, ça facilite les choses parce qu'on parle beaucoup des femmes, on parle beaucoup, que ce soit à la première personne parce qu'il y a des femmes qui sont interrogées, parce qu'il y a l'expérience de Mathilde, que ce soit aussi les femmes dont on parle. Il y a beaucoup voilà, ça parle de la bisexualité féminine, donc on parle aussi beaucoup de femmes artistes, de femmes qui ont marqué l'histoire et dont on parle de la bisexualité. Donc, voilà, c'est quand même un texte très féminin, donc ça facilite les choses parce que la langue française, comme vous le savez, est très genrée. Donc après, voilà, les points médians, on les utilise quand c'est vraiment, enfin, c'est une discussion qu'on a eue déjà aux éditions du Faubourg. On a même fait un petit séminaire avec les différentes correctrices et correcteurs une fois, et puis Sophie et Camille, son assistante, pour parler de ça. Donc c'est voilà comment on traite ça. Donc le point médian. On sait que c'est un marqueur, que ça peut être un marqueur militant qui fait fuir beaucoup de gens. Donc voilà, on peut l'utiliser comme un drapeau dans certains livres. On peut aussi éviter de s'en servir pour pas froisser le lectorat. C'est vrai Ça, qu'on c'est- essaye d'éviter de s'en servir en vérité. Je suis très voilà. étonnée par le chiffre que tu cites, 60. C'est très peu sur autant de C'est pages. peu, et surtout qu'il y a une page où il y en a 10, je crois, ou 8, C'est parce où il y qu'on a a le un tableau. tableau, Ah voilà, oui. avec homosexuels, bisexuels, Ah oui. etc. Donc c'est très peu. Ouais. Après, moi, j'ai travaillé un peu. Alors, le texte était déjà très, en effet, comme disait Mathilde, bah, tu as déjà travaillé beaucoup là-dessus. Donc, le texte était déjà très inclusif. Il y avait des doublets de temps en temps, femmes et hommes. Moi, je n'ai pas eu à rajouter beaucoup de choses. Il manquait de temps en temps un petit truc par-ci. J'en ai aussi enlevé. Je sais que j'avais noté. J'ai enlevé un point médian à un endroit parce qu'il ne collait pas avec le sujet de la phrase qui était plus loin, assez loin avant. Mais bon, j'en ai rajouté sur des termes un peu neutres. Par exemple, il y avait on peut être bisexuel, alors c'était EL. Je me suis dit, bah là, le on, finalement, autant le passer au masculin et au féminin, puisqu'on s'adressait en l'occurrence aux deux genres. Voilà, mais ça, c'est vraiment la partie point médian, voilà, les doublets. Après, il y a eu un peu de neutralisation aussi, d'utiliser des termes épicènes. Bon, c'est toutes ces techniques de l'écriture inclusive qui sont quand même assez bien rodées maintenant, même si elles continuent à s'inventer. Et puis, c'est pas utilisé partout. Il y a encore beaucoup de polémiques. Il y a aussi, et ça, je pense que évidemment Mathilde l'avait fait d'elle-même, il y a toute la féminisation des noms de métiers, des fonctions, sauf un métier c'est une suite, c'est une phrase avec une suite de métiers. Il y a juriste, je sais plus le troisième, et médecin.
Bon, on sait que ce sont des femmes parce qu'elles vont au Skirt Club, qui est un club itinérant un peu dans le monde permettant à des femmes de se rencontrer. Je crois, Mathieu, il y aurait eu une façon de féminiser médecin. Vous êtes posé la question Oui, bien sûr. Bien sûr, quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, il y avait, alors c'était, je sais plus le terme, mais il y avait en effet 3 noms, et je me suis dit, pourquoi est-ce que celui-là, il n'est pas féminisé? Mais c'est compliqué, médecin, parce que en fait, c'est un. Alors je l'ai en fait d'ailleurs. Il y avait. Non, bon, c'est pas grave, je cherche pas les exemples. Mais donc c'est un terme qui a existé au féminin dans l'histoire. Il y a un moment où il y a des textes qui parlent d'une médecine, donc pour une femme médecin. Ça a été attesté. On trouve ça dans un livre d'Eliane Viennot, justement, qui est non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Bon, c'est un terme qui a disparu à partir du moment où l'université a décidé qu'il fallait obligatoirement avoir fait des études de médecine pour être médecin. De ce fait, comme les femmes n'avaient pas accès aux études, il n'y a plus de femmes médecins. Et donc, ce terme a disparu. Et c'est vrai que là, je me suis dit, on ne va pas écrire médecine parce que c'est un terme qui est vraiment, vraiment inusité. Autant il y a encore dans certaines régions, on utilise le terme de doctoresse. Voilà, mais doctoresse, ça ne collait pas dans cette phrase. Donc, j'ai laissé médecin. Voilà, on voyait bien qu'on parlait de femmes. Dans un texte c'était courant, on a entrepreneuse, tendance à. juriste et médecin, j'ai Voilà, retrouvé. c'est ça. Alors, juriste, c'est un terme épicène, c'est bien pratique, hein. C'est vrai que j'ai aussi des fois remplacé des doublets par un terme épicène quand on peut le faire sans perdre en qualité, hein. C'est vrai que quand on remplace lectrice et lecteur par le lectorat, ça simplifie. Après, on y perd aussi, enfin, c'est pas le même mot, donc ça ne veut pas dire la même chose. Il y a On certaines perd en phrases où ça poésie. passe très bien. Ouais. En poésie, ça peut aussi éviter des répétitions. Ouais. Voilà, il faut évidemment que ce soit adapté au texte, mais ça, c'est le travail que tous les correctrices et correcteurs connaissent, c'est de garder la précision du texte, le style aussi de l'auteur ou de l'autrice, et puis ça, c'est tout Et, à fait classique. et est-ce que pour les accords, est-ce que il y a un choix d'accord de majorité, d'accord de proximité? Est-ce que la question s'est posée sur ce texte-là ou pas du tout? J'ai pas de souvenir d'avoir eu cette question dans ce texte. Je sais pas, Mathilde, si c'est quelque chose que tu avais auquel tu avais réfléchi, mais je crois pas qu'il y ait eu de questions. Non, pour être honnête, non. Est-ce que la majorité, c'est les Oui. femmes, en fait? Non, mais souvent, on essaye de respecter la règle de proximité. Non, Mathieu? Oui, mais je crois pas que dans ce livre, il y a eu ça. Mm. J'ai eu dans d'autres livres aux éditions du Faubourg, on a glissé quelques accords de proximité, avec toujours le risque que quelqu'un dise ah ben là il y a une faute ou c'est pas accordé, mais bon on peut assumer ça. Mais là je n'ai pas de souvenir d'avoir eu à utiliser ça. On a parfois voilà on a pu changer un peu le texte, par exemple à un moment c'était quelque chose dont il faut être conscient. Donc moi, mon premier réflexe, c'était de me dire, bon, là, j'ai mis il faut être conscient, point E, parce que on s'adresse à quelqu'un qui pourrait être une femme. Et puis finalement, on a mis dont il faut avoir conscience. Voilà, c'est le correcteur qui a fait la relecture Augustin sur Langlade. épreuve, voilà, Augustin Langlade, qui a mis avoir conscience. Et évidemment, c'est la meilleure solution dans un cas comme ça. Et je me suis dit, ah bah oui, j'aurais dû y penser, mais on peut pas penser à tout, c'est pour ça que c'est bien de travailler à plusieurs. Oui, Mathilde a dit qu'elle s'inquiétait aussi d'un participe passé avec nous, à un moment avec un nous sommes rencontrés qui était un homme et une femme et de savoir si on mettait un E, un point médian ou pas. Je crois que finalement, vous n'en avez pas mis. Je ne sais plus. Voilà, on voit Mathieu qui sort son fichier, qui Je regarde, hein. cherche. J'ai un doute aussi, ouais. Ouais. En plus, le nous me concernait, enfin, j'étais dedans. Et c'est après une ou deux relectures, enfin, c'était déjà après un premier aller-retour, c'était vraiment à la fin que ça m'a sauté à l'œil, grâce à nos discussions antérieures. Il me semble qu'on a laissé ES, mais tu m'avais laissé la responsabilité de C'est ça, je trancher. m'étais défilé.
Et avant de poser les quelques questions qui sont dans le chat que j'ai laissées de côté, alors il y en a une, Mathilde a répondu, mais on va la reposer à l'oral et en parler un peu. Dernier cas, c'est les cas. Alors, en fait, j'en avais deux. Bon, c'est pas grave. On va oublier le YEL, on en parlera peut-être tout à la fin. Mais il y a le cas des changements de genre. Il y a une personne qui est citée dans le livre, je sais plus, Paul Preciado. Philosophe, voilà. ouais, mais psychologue. Béatrice Preciado. Donc voilà, Béatrice Preciado, devenue Paul Preciado. Donc avant 2000, c'est censé être Béatrice. Après 2000, c'est censé être Paul. Qu'est-ce qu'on décide pour le pronom? Est-ce qu'on se dit que dès qu'on parle d'un texte écrit avant 2000, c'est elle, et puis, voilà, ça, je crois que c'est une question que vous êtes vraiment, sur laquelle vous avez discuté tous les deux. En fait, pour moi, il y avait une preuve évidente. C'était, je me suis basée sur un texte paru récemment, un texte de Paul Preciado, paru aux éditions du Seuil. Je suis un monstre qui vous parle, dans lequel, donc, il a écrit en tant que Paul récemment, mais dans lequel il parle de lui au passé. Et dès qu'il parle de lui au passé, à l'époque où il était Béatrice, il se genre au féminin. Donc je me suis dit, bon, ben, il fait ça, donc c'est son choix. Il nous dit par la même occasion comment il faut le genrer en fonction des différentes époques de sa transition. Donc j'ai suivi cette règle. Voilà, c'était le témoignage était directement apporté pour prendre la décision. Ouais, donc Mais ça fait des phrases. compliqué pour le préparateur de ouais. copie, Mathieu. Compliqué pour vous parce que, enfin, aux États-Unis, il y a toute la théorie des dead names où il faut surtout plus se tromper de pronom après C'est le ça. changement de Alors genre. là, comme quand on cite un texte, enfin là c'est aussi lié à des notes, voilà, à des références. Donc on cite un texte écrit par Béatrice Preciado, voilà, on parle de Béatrice Preciado. Après, s'il avait été réédité en changeant de prénom, on aurait pu se poser la question, mais c'était pas le cas. Après, ça fait des phrases qui grammaticalement, voilà, peuvent piquer un peu les yeux parce que on a la philosophe Béatrice Preciado devenue Paul Preciado, devenue U, voilà. Donc c'est vrai que d'un pur point de vue grammatical, on va se dire, en fait, cet adjectif, il colle pas. Mais moi, ça me choque pas. Je pense qu'on comprend. Et puis c'est aussi des cas où, voilà, la grammaire. La grammaire est là aussi pour s'adapter au monde, hein. Donc voilà, il faut faire avec. Oui, c'est une langue vivante, donc on la Exactement. fait vivre. Voilà. Et après, en tant que correcteur, on est toujours tiraillé entre le conservatisme, parce qu'on est là pour garder les normes et pour amener les normes aussi dans le texte, les normes de la langue. Et puis une sorte de volonté, en tout cas, pour un certain nombre de correctrices et de correcteurs, de faire évoluer cette langue, de reconnaître qu'elle est vivante et qu'elle évolue. Donc il y a cette tension qui est très intéressante et Ouais. qui fait aussi que ce métier est quand même intéressant parce qu'on voit la langue qui bouge et on essaye d'en faire quelque chose qui puisse être compréhensible, clair, C'est lisible. ça, mais c'est vrai qu'on va me trouver peut-être un peu mièvre, mais j'ai lu récemment un livre un peu sur le même sujet avec Mathilde et que j'ai pas pu finir, enfin qui m'a beaucoup dérangée parce qu'il était écrit les cichettes, CISHET. C'était un nouveau mot donc qui veut dire donc les hommes cisgenres hétéros, qui était devenu une nouvelle catégorie, un peu l'ennemi à abattre. Et en fait, je trouve ça tellement violent de lire à chaque page le terme cichette, qui en plus, du coup, devient cichette et non cisgenre hétéro, enfin, qui est une espèce de concentration, qui pour moi, je ne peux pas lire un livre où le terme cichette est à chaque page. Il y a une question de Jeanne et on va passer aux questions des gens qui nous ont écoutés très sagement pendant 1h15. Que répondre à quelqu'un qui demande si on n'en fait pas un peu trop sur l'écriture inclusive alors qu'on assiste à un appauvrissement de la langue française, à une disparition progressive des temps et à une diminution du vocabulaire utilisé et des subtilités qui permettent d'élaborer et de formuler une pensée complexe. Qu'est-ce qu'on répond à des gens qui diraient ça? Moi, je dirais que souvent, quand les gens nous interpellent en disant on en fait trop sur l'écriture inclusive, j'ai tendance à me dire mais qui est-ce qui en parle là? C'est vous en fait.
Voilà, nous on écrit et puis voilà. Et c'est souvent, d'après c'est des débats. Je pense que c'est des débats qui ont lieu partout, voilà, qui sont un peu sans fin. On va pas forcément rentrer dans les débats politiques autour de ça, mais moi je trouve ça intéressant. Et en tant que correcteur, je sais que il faut connaître ces techniques quand on veut pouvoir corriger des textes, parce que si on nous les demande, il faut les connaître. Et ça, c'est vraiment le point de vue professionnel, et au-delà de ma sensibilité, voilà, par rapport à la langue, etc. Je dirais que c'est comme la réforme orthographique de 1990, elle est très peu appliquée, mais si je me retrouve à corriger un livre scolaire et que les règles de l'éducation nationale disent ça doit être corrigé avec la réforme de 90, eh ben, il faut connaître les règles. Après, libre à chacun, à chacune de les adapter, de refuser de corriger tel texte. C'est vrai qu'on a eu des discussions aux éditions du Faubourg autour de ça, euh, aussi parce que Sophie voulait qu'on en discute et que ça nous faisait plaisir avec les autres correctrices et correcteurs d'en discuter ensemble. Mais si on me disait, voilà, on me proposait de corriger un livre en disant, bah, il n'y a pas d'écriture inclusive, bah, je le corrige sans écriture inclusive. Si on me dit, il faut appliquer tel truc, c'est sûr que s'il y a 18 points médians par phrase, moi, je trouve pas ça lisible. Donc, je vais aller en discuter en disant, là, il y a un problème de lisibilité. Mais Non, mais ce on que a je eu trouve le cas. intéressant, c'est Sophie, quand vous dites que vous étiez pas rendu compte que c'était l'écriture inclusive. Pour moi, c'est ça l'objectif. Et c'est comme les règles de langue française qui sont parfois absurdes. Si on s'en rend pas compte et qu'on peut lire le texte, c'est bien. On a eu le cas, Euh, tu sais, avec le texte de Nicolas Kayser-Bril, qui a voulu que les métiers majoritairement faits par des femmes soient féminisés, point. Et alors, j'ai plus les exemples en tête, mais c'est-à-dire qu'en fait, ça nous met le doigt sur la réalité que, bah, ouais, il y a des femmes de ménage, en fait. Voilà. Parfois, il y a des hommes de ménage, mais globalement, il y a des femmes de ménage et puis il y a des infirmières. Voilà. Et du coup, la manière qu'il a eu de vouloir en fait se demander sur chaque métier qui le faisait globalement, ça soulignait des choses, enfin, ça faisait voir des choses qu'on ne voit pas d'habitude et c'était assez intéressant. Donc, on est quand même plutôt à l'écoute de la sensibilité des auteurs sur ce point. Juste un mot sur Et le point médian, c'est quand même quelque chose qui suscite énormément de rejet, de violence parfois. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que si on décide de faire des textes inclusifs sans point médian, bah ça passe, quoi. Et même si on met des parenthèses, enfin moi je vois ça dans la presse, hein, si on met un article où on s'adresse à quelqu'un et on dit par exemple vous êtes abonné, vous êtes abonné à tel service, moi j'ai tendance à me dire bah, il faut quand même mettre un E parce qu'on s'adresse à une personne et que cette personne elle peut être une femme ou elle peut être un homme. Ben dans la plupart des journaux, je ne mettrai pas un point médian parce qu'on va avoir des courriers de lecteurs scandalisés. Et donc, si on m'est abonné avec une parenthèse, eh ben, ça passe. Les gens se trouvent ça tout à fait normal. Comme sur la carte d'identité, c'est marqué né avec un E entre parenthèses. Alors, il y a J'ai évidemment personne. des féministes qui disent oui, mais on ne met pas les femmes entre parenthèses. Je trouve que c'est un argument qui se tient aussi. C'est pour ça que moi, personnellement, je préfère le point médian. En plus, c'est un signe qui n'a pas d'autre rôle typographique, donc il est parfait pour ça. Mais si on me dit de ne pas l'utiliser, je ne l'utilise pas, j'ai aucun problème avec ça. Mathieu, j'ai encore deux questions au moins pour vous. Il y a Sophie qui demande, alors encore une Sophie, quel beau prénom, qui demande, elle dit si j'ai bien compris, vous avez fait le choix des doublons lecteur et lectrice ou lectorat plutôt que lecteur.ris.s. Oui, 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 oui. En fait, ça, c'est des choix qu'on a fait avec Sophie aux éditions du Faubourg. On en a discuté. On s'est dit le point médian, il marche quand c'est léger, quoi. C'est-à-dire hétérosexuel.le, ça passe bien. et s'il Voilà, y a un quand on S, a. s'il y a un S, pas de deuxième point, hein, LES. Oui, pas de deuxième point. Alors, il y en a qui le mettent, mais non, moi, je pas trouve deux points que médians par mot, voilà, un non, seul non, point, non. ça Et suffit. Il faut être conscient, point E, conscient ou consciente, ça marche très bien. Spectatrice, pointeur, je trouve ça déjà plus lourd. C'est aussi pour ça que certaines personnes ont inventé les néologismes spectateuris, auteuris, qui finalement passent bien, mais on n'a pas l'habitude. Et je pense que tant qu'ils sont pas dans l'usage, voilà, il y a des textes qui les utilisent, c'est souvent des textes un peu militants.
moi, je trouve que c'est assez malin comme manière de pratiquer pour avoir une sorte de doublon abrégé, mais je ne vais pas aller le suggérer pour un livre grand public parce que ça pique un peu les yeux et qu'il y a le moment de se dire où est-ce qu'on va, comment on perd pas les lecteurs. Le but, évidemment, comme vous le savez très bien, c'est de faire en sorte que les gens se mettent pas à dire qu'est-ce qui est écrit là, mais qu'ils restent dans le texte, quoi. Et il y a À Emeline ce qui... sujet, Ah oui, sur le, vas-y excuse-moi Mathilde. si je peux me permettre, au sujet de la lisibilité, pendant qu'on était en train pendant toute cette période de préparation de copie, par hasard, je me suis retrouvée à discuter avec une amie qui a un enfant de 15 ans qui lit beaucoup et qui est dyslexique. Alors, je ne saurais pas dire quel type, j'y connais rien, mais en tout cas, elle me disait, ouais, en fait, l'écriture inclusive, c'est pas de l'écriture inclusive, c'est de l'écriture exclusive, parce que moi, mon fils, quand il y a des points médians, il est perdu, il n'arrive plus à lire, en fait. Il bute sur les mots, et c'est là. Voilà, moi, je ne suis pas dyslexique, j'ai pas de personne dyslexique dans mon entourage proche, et c'est vrai que du coup, c'était une question que je m'étais jamais posée, et elle m'a dit c'est un vrai problème, et elle espère que ça va pas comment dire, se répandre plus, parce que, et pour autant, elle est féministe et elle est tout à fait pour sur le fond, mais elle dit que ça pose un vrai problème de lecture. Il y a Emeline qui demande, alors je me souviens que pendant le premier cycle de rencontres, il y a Camille Monnier qui nous avait dit que ça lui arrivait effectivement régulièrement de façon anonyme chez Gallimard, c'est comme ça que ça fonctionne, que le préparateur de copie et le correcteur échangent entre eux sur certains points d'un texte. Alors Camille nous avait expliqué que chez Gallimard, en fait, elle écrivait ses instructions, en fait, en gros, pour pas que le correcteur qui passe après sa préparation de copie perde du temps à se reposer des questions qui ont été réglées. Là, est-ce que ça arrive aussi? Est-ce que c'est le fonctionnement des éditions du Faubourg? Est-ce que, Mathieu, ça vous arrive effectivement de faire un petit mot pour Augustin en disant ça, c'est réglé, c'est vu, pas la peine d'y revenir? Ça m'est arrivé de le faire, ouais, sur d'autres livres, juste dans le mail au moment où je sais qu'il va commencer en disant bah, attention, tel mot, j'ai retenu telle graphie pour telle raison. Voilà. Mais c'est assez ponctuel. Après, je me dis qu'il faudrait peut-être systématiser sur certaines choses, mais en tout cas, je sais qu'aux éditions du Faubourg, voilà, c'est une petite équipe, on se connaît, on peut s'appeler directement et Sophie n'est pas du tout hostile à ça, je pense. Donc, on n'a pas de problème. Mais sur Vivre Fluide, j'ai pas transmis d'éléments. Voilà, je pense que il y avait rien à dire de particulier. Ça me semblait suffisamment clair. Alors, il y a Noël qui pose une question. Est-ce qu'il y a aussi eu le cas, que j'ai toujours trouvé quand j'ai eu à corriger des manuscrits en écriture inclusive, où on pense bien à l'inclusif quand on parle des hommes et qu'on veut englober les femmes, mais où l'on oublie la même politesse dans le cas inverse? Ça peut arriver sûrement, mais là dans ce texte, je dirais qu'il y a eu le cas ni dans un sens ni dans l'autre, hein, quasiment. Et puis c'est quand même un texte, comme je disais, qui parle beaucoup de femmes, donc voilà, il y a des pages entières où tous les sujets sont des sujets féminins, donc ça facilite les choses. Après, ça peut arriver, hein, l'écriture inclusive, c'est comme l'écriture en général, hein, il peut y avoir des erreurs dans tous les sens, et notre rôle, c'est d'harmoniser aussi. Et donc, dernière question, alors question très cash pour Mathieu et une question pour Sophie aussi. Mathieu, en tant qu'entrepreneur, combien êtes-vous payé par signe? Et puis pour Sophie, comment est-ce qu'un éditeur trouve ses préparateurs de copie? Et est-ce que c'est à ces derniers, aux préparateurs de copie, de vous solliciter pour travailler pour vous? Qui s'y colle en premier? Allez, Sophie, on va commencer par Sophie, puis Mathieu va avoir le temps de réfléchir. Non, mais enfin voilà. Donc, c'est une petite maison qui travaille de manière artisanale, avec des moyens limités et beaucoup d'amitié. Donc, tout le monde donne beaucoup, moi la première.
Et donc, voilà, les gens sont pas très bien payés, mais si on rencontrait un grand succès, il y aurait une redistribution qui serait actée ensuite. Mais voilà, j'ai conscience de demander des efforts à tout le monde, mais je suis la première à en faire. Et par ailleurs, donc justement, je fais peu de livres pour les suivre tous beaucoup. Et donc, j'aime bien travailler, si possible, toujours avec les mêmes. Si je faisais plus de livres, il faudrait peut-être que je recrute plus de correcteurs. Mais pour l'instant, j'ai pas besoin. Donc, j'ai reçu beaucoup de CV et je sais que j'en recevrai beaucoup après cette séance. Pour l'instant, j'ai pas eu de besoin, mais je les garde de côté pour le jour où j'aurai plus de moyens pour faire plus de livres et donc plus de besoins. Voilà. Merci. Mathieu, c'est quoi votre statut auto-entrepreneur Oui, je suis auto-entrepreneur. Sur les revenus, moi, je calcule pas vraiment au signe, en fait, parce que justement, j'ai tendance plutôt à regarder à l'heure, même si je vais faire un devis sur un nombre de signes. Mais en fait, ce que je calcule à la fin, c'est plutôt le temps que ça m'a pris et c'est pas toujours évident à estimer au début, surtout que je n'ai pas une grande expérience là-dedans, parce que mon expérience est surtout en tant que salarié dans la presse avec plus voilà, à pas être payé au feuillet. Donc voilà, après, je dirais que ça dépend. Le tarif horaire, il est assez variable aussi d'un livre à l'autre, justement, parce que ça dépend un peu des difficultés, du nombre de notes de bas de page aussi, c'est très chronophage. Les notes de bas de page, justement, parce qu'il faut vérifier tous les titres, les dates, etc. En Et fait, c'est aussi pour ça que... vous faites un devis à partir du manuscrit? Euh, oui, en général, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que je sais le nombre de pages, le nombre de signes. Le nombre de signes après, il peut bouger des fois aussi, donc c'est pas toujours extrêmement voilà, précis. Après, comme disait Sophie, on est aussi voilà, c'est une petite structure qui débute et donc je sais qu'il n'y a pas énormément de moyens. Après, pour ce qui est vraiment du tarif horaire, je dirais qu'en moyenne, ça tourne autour de 20 à 22 euros par heure. Voilà, ça m'est arrivé de demander plus quand j'ai fait d'autres travaux ponctuellement, parce que je trouve que c'est pas énorme, mais voilà, c'est aussi c'est à peu près là où j'en suis. Et On je sais essaye pas que le si ça texte soit le plus correspond. propre possible et surtout d'être très respectueux en fait du nombre de fois où on dérange le correcteur et voilà, et on a essayé de mettre en place du coup, c'est quelque chose qu'on a fait en cours de route, de diviser du coup le travail en deux pour que ce soit d'un côté la préparation de copie et de l'autre la relecture sur épreuve. Et je pense que vous souhaitez tous les deux continuer comme ça, donc c'est chouette. Oui. Mais c'est vrai aussi que compter en signe, c'est pas du tout le même travail en prépa et en relecture. Donc c'est vrai que moi je préfère compter à l'heure parce que ça me permet de me dire ouais, j'ai travaillé tant d'heures, j'ai gagné tant, et finalement je m'y retrouve plus là-dedans. Mais Alors, c'est très personnel. notre public vous remercie, Mathieu, de votre franchise. Et toute dernière question, je suis désolée, Mathilde, je vous donnerai le mot de la fin quand même. Il y a Hélène qui demande si 20-22 euros, c'est avant paiement à l'URSSAF. Oui, c'est en brut, hein. C'est en brut, ouais. Donc voilà, c'est Sachant pas que énorme au l'auto-entrepreneur final. a peu de charges, oui. Voilà, et je sais que c'est pas énorme aussi par rapport à ce que, voilà, à ce que je gagne en tant que journaliste SR en CDI. C'est pas du tout du même ordre, mais c'est un travail différent et voilà, je pense que c'est plus difficile si on vit que de ça, j'imagine. Mais je sais aussi que voilà, j'ai des collègues correctrices et correcteurs qui en vivent et je sais pas combien ils se font payer. Donc, ce serait intéressant de discuter de ça. Il y avait une étude de l'association des correcteurs de langue française sur les conditions de travail, mais je crois qu'il n'y avait pas grand-chose sur les revenus. J'avais été un peu frustré. Merci beaucoup, Mathieu. Mathilde, le mot de la fin, c'est hâte de retravailler avec et Sophie et Mathieu Croc en toute confiance, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le mot qui résume votre relation à tous les trois. Oui, hâte de démarrer un nouveau projet et ça ne saurait tarder, je pense. Avec grand plaisir. Et merci aussi à vous pour cette rencontre Oui, très merci. chaleureuse et
j'espère, intéressante pour notre public invisible. Merci à tous. Voilà, on reste à votre disposition pour compléter si vous avez d'autres questions. Et ben, À toutes et tous, pardon. À toutes et tous, voilà. À tous, Moi, on j'aime peut beaucoup dire le aussi. toutes et tous. Oui, alors ça, je ne suis pas d'accord. Sur quoi? Non, allez, on recommence à zéro, on passe 1h30 sur toutes et tous. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour les questions que vous avez envoyées au fur et à mesure, qui ont contribué largement à enrichir ce débat. Et puis, un grand merci Mathilde Ramadier, Sophie Caillard, Mathieu Croc, pour le temps que vous m'avez accordé en amont de la rencontre et puis pour tout ce que vous avez raconté ce soir. C'était passionnant. Alors du Avec- coup, Merci à vous. je pense que Étienne de la CLF sera d'accord avec moi pour remercier chaleureusement Sophie Cotteville. Vous dire aussi qu'il y a une troisième rencontre qui aura lieu en novembre. On vous communiquera la date prochainement. Et que à la fin de tout ce cycle de rencontres, les rencontres seront accessibles en ligne. Alors s'il y a autour de vous des gens qui n'ont pas pu la suivre ou si vous voulez revivre certains passages, sachez que donc fin novembre, courant décembre, on les mettra toutes en ligne sur la chaîne YouTube et on vous les communiquera. Voilà, en tout cas, donc merci à Mathieu, merci Sophie, merci Mathilde, merci Sophie et merci à la CLF aussi pour cette belle initiative. Au revoir, bonne Merci soirée à à tout le tous. monde. Salut.